Chapitre 9. Une idée de roman. Le parquet de Montélimar était arrivé à Grignan dans l'après-midi et s'était transporté à la Pinède, où le cadavre de Lagaudy gisait toujours dans une allée du parc. Là, monsieur le commissaire Rosic avait fait part à ces messieurs du résultat de son enquête et leur ayant démontré comme quoi ce cadavre était celui du dénommé Lagaudy, sur qui on avait trouvé le portefeuille en cuir rouge appartenant à Tom Wikin, et que lui, commissaire, s'étonnait de n'avoir point découvert dans les poches de l'Américain. Preuve évidente que le susdit Lagaudy était l'assassin de l'Américain et, de surcroît, celui de M. Zeff, la première enquête avait bien établi que M. Zeff avait été tué à la même heure que l'Américain. Et pour cela, l'on se basait sur le fait que M. Zeff avait trouvé la mort avant le dîner, ce qu'il faisait à 7 heures en temps ordinaire. Mais ce jour-là, où il avait reçu la visite de cet Américain et avait longuement conversé avec lui, il se pouvait que M. Zeff eût retardé son repas et eût été assailli par son meurtrier à 7h30, par exemple. Dans ces conditions, l'assassin avait eu le temps de venir de la route de Chamaret à Puol, où se trouvait la maison de M. Zeff. D'ailleurs, le fait que cet assassin, en l'espèce le dénommé Lagaudy, avait essayé de s'introduire dans la Pinède, et évidemment dans les pires desseins, démontrait bien que ce dit Lagaudy était un bandit de profession, qui, après avoir dépouillé l'Américain, et n'ayant pu dévaliser M. Zeff pour des raisons inconnues, mais certaines, avait cherché une revanche en venant cambrioler la Pinède. N'est-ce pas, en effet, le fait d'un bandit de profession de tirer ainsi 2 coups de revolver sur le domestique de M. Bégloufon, réveillé par le bruit, et l'homme qui jouait aussi facilement du revolver n'était-il pas capable de perpétrer un crime dans le quart de Tolignan et de s'introduire dans la villa de Puol ? Au premier abord, il paraissait difficile que le criminel, ayant tiré sur l'Américain du dehors, eût pu néanmoins sauter dans le quart pour dérober le portefeuille de sa victime. Mais la chose s'expliquait quand on savait que Lagaudy était un acrobate de profession, ancien clown au Médrano et gagnant sa vie en faisant des tours sur la voie publique. Donc, toute cette affaire de Grignan, avec son double crime, qui était apparu aussi mystérieuse, s'éclairait de la façon la plus lumineuse, et il ne fallait pas douter que l'auteur de ce double crime ne fût ce Lagaudy, qui avait trouvé la mort en cherchant à en perpétrer un nouveau. Le parquet avait écouté sans l'interrompre monsieur le commissaire de la police judiciaire, et cette explication servait trop bien les intérêts de monsieur Royer, le juge d'instruction, pour qu'il cherchât à ne pas l'accepter aveuglément. En effet, tout comme le brigadier de Grignan, M. Royer était à la veille de prendre sa retraite, et il n'était pas fâché de terminer aussi heureusement cette affaire, peu commune, et qui menaçait de troubler les derniers jours de sa magistrature. Aussi, approuvant complètement les déclarations de M. Rosic, décida-t-il que, du moment que l'auteur de ces 2 assassinats était mort et bien mort, il n'y avait qu'à classer définitivement cette affaire. Et pour ce qui était de la mort de Lagaudy, tué par une balle de revolver tirée par le domestique de M. Bégloufon, ce dernier se trouvant sans conteste en état de légitime défense, la justice ne pouvait que déclarer le non-lieu. Toutefois, monsieur le juge d'instruction demanda à voir ce domestique, afin de l'interroger, mais simplement pour la forme. « Hélas !» fit alors M. Bégloufon, « si j'avais pu prévoir l'arrivée du parquet, je n'aurais pas envoyé Melchior en course, comme je l'ai fait. Mais il n'en reste pas moins à votre disposition, et dès qu'il rentrera ? » « Bon, d'ailleurs, dit M. Royer, ne m'a-t-on pas assuré que votre domestique était muet ? » « Oui, une balle qui lui a traversé les 2 joues lui a également coupé la langue, ce qui fait que cet infortuné Melchior, il est donc inutile que je le voie, puisque tout ce que j'aurais pu tirer de lui aurait été par votre intermédiaire, vous seul, ayant sans nul doute la facilité de vous expliquer avec lui et de le comprendre. » « En effet. Donc, je me contenterai de votre déclaration. » Et là-dessus, le parquet était remonté dans son auto et avait regagné Montélimar,
tout heureux d'en avoir si bien fini avec cette ténébreuse affaire. Et M. Rosic se préparait à faire de même, lorsque devant l'hôtel Sévigné, où il avait garé sa fameuse petite auto, et au moment où il se préparait à la sortir du garage, il fut accosté par M. Jean Méjean, qui, lui ayant serré la main, « Excusez-moi, monsieur Rosic, mais ne pourriez-vous me faire l'honneur d'un entretien ?»« À propos de quoi ? » ?»« Mais de la mort de mon oncle, d'abord, et de celle de l'Américain. »« Voyons, monsieur Méjean, ce serait, comme on dit, de la moutarde après dîner, car tout cela vient d'être classé par le parquet, qui a reconnu que Lagody était l'auteur de ces 2 crimes. »« Est-ce votre opinion, monsieur le commissaire ? » ?»« Dame ! Eh bien, ce n'est pas la mienne. »« Vraiment, fit M. Rosic, avec un petit sourire goguenard à l'adresse de M. Méjean. « Évidemment, reprit l'homme de lettres, cela vous fait sourire. Et vous vous dites, certainement, de quoi se mêle cet écrivailleur de romans policiers ? Et il vous amuse, ce romancier qui veut faire le détective. Écoutez, monsieur Méjean, il est un vieux proverbe qui dit « À chacun son métier, et les vaches seront bien gardées. » Sans doute, mais ne pensez-vous pas qu'il puisse arriver parfois que le gardien des vaches ne fait pas complètement son métier de vacher ? Monsieur Rosic se redressa, et cessant de ricaner, « Que voulez-vous dire ? » Simplement ceci, que, à mon sens, vous vous trompez sur cette affaire. Et, ma foi, si vous acceptez que nous en causions calmement, et en tête-à-tête, peut-être pourrais-je vous faire revenir sur votre erreur. « Pensez-vous » riposta M. Rosic, le prenant de haut. Mais l'homme de lettres ne se laissa pas influencer par cet air, et le plus poliment du monde. « Voyons, monsieur le commissaire, ne vaut-il pas mieux que nous en discutions tous les deux ? Et que pensez-vous s'il serait préférable que, faisant mon métier d'écrivain, je compose sur cette affaire quelque article qui, publié dans un journal... » M. Rosic sentit tout de suite son incapacité à parer cette menace. En somme, il avait affaire à forte partie, et n'ignorait pas que cet homme de lettres était quelqu'un qui, par sa renommée, sa réputation littéraire et ses relations à Paris, n'était pas un homme à négliger. Il calma donc la petite colère qui commençait à bouillonner en lui, et reprenant son bon sourire. « Mais, cher monsieur, je ne demande pas mieux que de causer avec vous, pour qui j'ai, je dois le dire, la plus haute estime. Ce sera pour moi un grand honneur, quoique je demeure persuadé que vous aurez de la peine à modifier une opinion bien solidement étayée. Je pense, au contraire, monsieur le commissaire, que lorsque vous m'aurez entendu, vous arriverez à des conclusions autres que celles que vous avez adoptées avec ces messieurs du parquet. Causons donc, monsieur Méjean, causons donc. Et si vous voulez que nous montions dans ce petit salon là-haut, ou déjà, non, je préférerais que vous veniez chez moi, où nous serions bien plus tranquilles. Et par ailleurs, notre entrevue serait moins, dirais-je, solennelle, que si, dans cet hôtel, nous nous enfermons tous les deux dans une pièce. Vous voulez que je vous suive chez vous ? Vous me feriez plaisir. N'est-il pas tout naturel que le commissaire de la PJ tienne à revoir l'un des théâtres du crime ? Ainsi, nul ne pourra se glabauder. Vous avez raison. Allons chez vous. Et tous les deux se dirigèrent vers Pujol. 5 minutes après, ils étaient réunis dans cette pièce bureau où M. Zeff, il y avait quelques jours, avait reçu le mystérieux Américain Tom Wikin. Et comme pour cette entrevue-là, sur une petite table, se trouvait un plateau avec 2 verres et une vieille bouteille de fine champagne. M. Méjean offrit au commissaire un des fauteuils de cuir, puis il emplit les 2 verres et lui présenta le plateau. Déjà, M. Rosic avait tiré sa pipe de sa poche, l'avait bourrée et allumée, et voluptueusement s'était mis à fumer après avoir prononcé « Cher monsieur, je vous écoute. » Tout d'abord, commença M. Méjean, il est une chose qui a sûrement dû vous frapper comme elle m'a frappé moi-même. C'est que les 3 hommes qui viennent de trouver la mort à Grignan sont, sinon 3 Américains, du moins 3 personnes ayant vécu en Amérique. Tom Wikin est de nationalité américaine. Mon oncle Zeff a vécu en Amérique plus de 40 ans.
et je vous ai entendu dire que le dénommé Lagodi était soupçonné, malgré son nom si français, et qui n'est sans doute qu'un pseudonyme, d'être américain lui aussi. En effet, mais je ne vois pas... L'on ne saurait dire, évidemment, si ces trois hommes se connaissaient, mais il est certain qu'il y avait entre eux certains rapports, que sans nul doute nous approfondirons par la suite. Si Tom Waking est venu voir mon oncle à Grignan, c'est qu'il connaissait son adresse et qu'il avait quelques questions à traiter avec lui. Et par ailleurs, mon oncle connaissait ce Lagodi et savait son adresse, puisqu'il lui a écrit après avoir reçu la visite de l'Américain. Et il ne peut faire de doute que cette lettre que Zeph a adressée à Lagodi ne soit précisément le résultat de la visite que venait de lui faire Tom Waking. Je l'admets. Pourtant, il est prouvé que Lagodi avait quitté Paris avant d'avoir reçu la lettre de M. Zeph. Nous reviendrons là-dessus. Pour le moment, ne retenons que le fait des rapports qu'il y avait entre mon oncle et Tom Waking, qui le vient voir, et ce Lagodi, à qui mon oncle écrit après avoir vu l'Américain. Bon, je suis d'accord avec vous sur ce point, mais je ne vois pas. Attendez un peu, monsieur le commissaire. Et puisque vous admettez avec moi que ces trois Américains devaient fatalement avoir quelque intérêt commun, permettez-moi d'ouvrir une parenthèse qui n'en sera pas une à proprement parler, mais peut-être considérée comme la préface de ce que j'ai à vous faire savoir. Il s'agit d'une conversation que j'eus avec mon oncle Jeff, il y a peu de temps pour être exact, il y a seulement 2 mois environ, c'est-à-dire en août dernier, quand je vins à Grignan avec ma femme me reposer pendant 1 mois. Monsieur Méjean remplit à nouveau les petits verres, but une goutte de fine, sans doute pour s'éclaircir la voix, et lorsque monsieur Rosic, qui l'avait imité, eut bourré une nouvelle pipe, il reprit. Mon oncle Zeph, ainsi que tous les hommes d'action, n'était pas un grand amateur de la chose imprimée. Il n'aimait pas lire, et je crois bien qu'il n'ouvrait même pas le journal auquel je suis abonné et que je reçois ici à la campagne. Pourtant, ce jour-là, je ne sais comment cela se fit, mais le cher oncle eut le désir de lire un de mes romans. Et assis dans un fauteuil, il le dévora dans sa journée, de la première ligne à la dernière. Il était évident qu'il prenait un plaisir, neuf pour lui, à cette aventure policière. Et quand il eut achevé, hochant la tête avec son sourire des bonjours, d'ailleurs il n'en avait jamais d'autre, il me déclara « Ce n'est pas mal. Vous avez une belle imagination, mon neveu. Et vous racontez cela comme si c'était arrivé. On est même tout étonné que tout cela soit inventé. Et, à vrai dire, vous dénouez les affaires avec une logique étonnante. Et je m'y connais en somme, car vous pensez bien que durant les 40 ans que j'ai rôdé en Amérique, j'en ai vu de toutes les couleurs. Et si jamais vous étiez fatigué d'inventer quelque histoire, je crois que je pourrais vous fournir quelques bonnes idées de romans. Je n'en doute pas, mon oncle, et il n'est pas dit que quelque jour je ne fasse pas appel à votre mémoire. Oh, bien entendu, les histoires que je vous dirai auront besoin d'être arrangées. Il leur faudra surtout un dénouement, car dans la vie, il est rare que les choses se terminent de façon à contenter le lecteur. Puis, fermant les yeux, comme s'il évoquait le passé, tenez, entre 1000 de ces aventures qui se racontent là-bas, en voici une qui vous intéressera, j'en suis certain, et qui pourrait vous fournir une excellente idée de roman, à condition de lui découvrir une fin. Mais c'est affaire à vous, mon neveu, car pour moi, je n'ai jamais bien su comment s'était terminée l'affaire que je vais vous conter. Cela se passait du diable si je sais où, peut-être dans les prairies du Far West, peut-être dans les montagnes rocheuses, peut-être sur les bords du Mississippi, ou même ailleurs, peu importe, après tout. Dans cette région-là, il y avait une bande de mauvais garçons qui pillaient, dévastaient, rançonnaient et massacraient ceux qui leur résistaient. Ces bandes-là ne manquent pas dans certains États, et généralement la police est impuissante à les empêcher de mal faire. Et le plus souvent, ce sont les simples particuliers qui sont chargés d'organiser leur propre défense.
C'était une bande composée de hardis garçons, ne craignant ni Dieu ni diable, solides et forts, pleins de courage et d'ardeur, et pour qui les risques ne comptaient point quand le butin leur paraissait digne des dangers qu'ils pouvaient courir. D'ailleurs, ils préparaient bien leurs coups, et ne se lançaient jamais à l'aventure comme cela se devine. Comme on ne les connaissait guère, qu'ils ne laissaient derrière eux que peu de témoins de leurs exploits, on ne se méfiait pas d'eux, et le plus souvent, ils pouvaient aller et venir sans éveiller le moindre soupçon. Puis, un jour, bien renseignés sur le fort et le faible de l'objet de leur attaque, ils fondaient sur le ranch qu'ils avaient choisi, tuaient les cow-boys gardant les troupeaux, s'emparaient de tout le bétail et venaient faire le siège de la maison d'habitation des maîtres qu'ils ne quittaient, ayant tout ruiné, que lorsque d'une façon ou d'une autre, ils s'étaient fait indiquer l'endroit où était caché le trésor. Puis disparaissaient, et l'on n'entendait plus parler d'eux que quelque temps après, lorsque dans une haute partie, plus ou moins lointaine des États, ils avaient recommencé leur petite opération, toujours couronnée du plus beau succès. Oui, c'était une fameuse bande, comme on en avait rarement vu de pareille en Amérique, et qui semait la terreur et l'effroi partout où elle passait. Cela dura quelques années, et puis, soit que la bande eût estimé qu'elle était assez riche, soit que ses membres se fussent désunis, soit, pour toute autre raison, elle disparut complètement et sans que l'on pût savoir ce qu'elle était devenue. Voilà, continua mon oncle Zeph, voilà le fait. Et maintenant, c'est à vous de lui trouver un dénouement qui, à mon sens, pourrait faire le sujet d'un roman fort intéressant. Imaginez par exemple que les membres de cette bande, fuyant les États-Unis, se fussent réfugiés en Europe, en France par exemple. Ils y vivent tranquillement, du produit de leur rapine, à moins, bien entendu, qu'ils n'aient dilapidé tout ce que leur vie aventureuse leur avait rapporté. C'est à vous d'en décider. Mais quelques-unes de leurs victimes ont juré de se venger d'eux. Comment découvriront-ils les gangsters, qui, sans nul doute, vivent sous des noms nouveaux? De quelle façon s'attaqueront-ils à exercer leur vengeance? Tel est le sujet de votre roman, mon cher neveu, et il me semble que jamais vous n'en écrirez un qui puisse rivaliser d'intérêt avec celui-là, car, il n'y a pas à dire, votre Europe, et en particulier votre France, sont de mœurs bien calmes et bien simples pour y faire dérouler de belles aventures policières. Et vraiment, il faut que vous ayez, mon cher neveu, bien du talent pour arriver à satisfaire vos lecteurs avec des romans qui se passent uniquement chez vous. Voilà, monsieur le commissaire, ce que me dit, ce jour-là, mon oncle Zeph. Je vous ai détaillé par le menu cette conversation à laquelle je pense depuis la fin du pauvre homme, et qui, véritablement, m'ouvre sur ce qui vient de se passer à Grignan, des lumières nouvelles. Qu'en pensez-vous? Il y avait longtemps que la pipe de M. Rosic était éteinte, mais il ne songeait pas à la rallumer, tout au récit que lui faisait M. Jean Méjean. Et quand le romancier eut terminé de parler, après avoir songé une seconde, « Fort curieux, déclara M. Rosic. Si je vous ai bien compris, votre opinion est que M. Zeph, Tom Wiking et Lagody seraient trois victimes de cette bande de malfaiteurs que votre oncle vous faisait ainsi connaître? Telle est, en effet, ma pensée. Oui, très curieux, répéta M. Rosic, qui cette fois ralluma sa pipe. Puis, ayant tiré 2 ou 3 bouffées, « Alors, selon vous, cher monsieur Méjean, un des membres de cette terrible bande habiterait par ici. Cela tombe sous le bon sens. Depuis longtemps, cet homme surveillait mon oncle. Pourquoi ne l'a-t-il pas abattu tout de suite? Sans doute parce que mon oncle, lui, n'avait pas encore reconnu en cet homme cet ennemi dont il voulait se venger. Mais Tom Wiking est arrivé, qui lui a ouvert les yeux. Et je ne vois en vérité d'autre motif à la visite étrange qu'a pu faire Tom Wiking à l'oncle Zeph. Alors, tous les deux, connaissant enfin leur proie, ont décidé d'écrire à Lagody, à Paris, afin qu'il vînt collaborer à la vengeance dont il rêvait depuis longtemps. Malheureusement, le bandit a eu connaissance de la visite de Tom Wiking,
Il a compris que tout était perdu et il a exécuté Tom Wiking et mon pauvre oncle, afin de n'être pas surpris par eux. Tout cela me semble bien clair. « Oui, oui, répondit M. Rosic. C'est très curieux. Et j'avoue, mon cher monsieur Méjean, que vous avez là une bien belle idée de roman. Je suis persuadé que, avec votre talent bien connu, vous en pourrez tirer un nouveau chef-d'œuvre. » Et avec un petit ricanement. « Par malheur, en ma qualité de commissaire à la police judiciaire, je ne puis me contenter comme vous d'une idée de roman. Il me faut des faits, des preuves et des réalités. Et je dois vous avouer que, après enquête faite, tout prouve que votre oncle, tout comme l'américain Tom Wiking, ont été assassinés par la Godie. C'est justement ce que je nie. Voyons, monsieur Méjean, vous oubliez le portefeuille en cuir rouge appartenant à Tom Wiking et que la Godie portait sur lui, preuve évidente que c'était lui qui avait tué l'américain. Mais pourquoi la Godie aurait-il tué l'américain et mon oncle Zeph? Pour les voler. Alors, vous admettez que ce garçon qui habite Paris, qui n'a peut-être jamais mis les pieds dans ce pays, quitte la capitale pour y venir assassiner afin de les voler 2 personnes dont, sans doute, il n'a jamais entendu parler. Voyons, monsieur le commissaire, lequel fait du roman extravagant de nous deux? Monsieur Méjean, fit Rosic, c'est justement parce que je ne fais pas de roman que je ne m'amuse pas à couper des cheveux en 4, moi. Un homme est assassiné et sur son cadavre, je ne retrouve pas le portefeuille en cuir rouge que je savais être sa propriété. Et ce portefeuille contenant les pièces d'identité de Tom Wiking, je le découvre dans les poches d'un autre. Alors, j'en déduis, le plus naturellement et le plus logiquement du monde, que cet homme est le meurtrier de l'autre. Et à cela, je vous défie de trouver une autre explication plus raisonnable. À moins que je ne pense, monsieur le commissaire, que celui qui a tué réellement Tom Wiking et lui a volé son portefeuille l'a mis dans la poche de la Godie, qu'il vient de tuer, afin de faire croire que c'est lui l'assassin. Monsieur Rosic bondit. « Mais alors, vous m'accusez » ? « Je n'accuse personne. Je déduis, moi aussi, naturellement. Car je suis sûr d'une chose, c'est que celui qui a tué mon oncle et Tom Wiking, tous les deux, agissant dans un intérêt commun, est le même qui a tué la Godie que les premiers avaient appelé à leur secours. Mais, monsieur Méjean, oubliez-vous que celui qui a tué la Godie, c'est monsieur Bégloufon. Et c'est également Bégloufon qui est l'assassin de mon oncle et de Tom Wiking. Vous êtes fou, fit Rosic en se dressant. Mais toujours très calme et sans plus élever la voix. Chapitre 10. Monsieur Bégloufon. Connaissez-vous monsieur Bégloufon? Avez-vous le moindre renseignement sur son passé? Savez-vous d'où il vient et ce qu'il faisait avant de s'installer dans ce pays? Non, n'est-ce pas? Et cette ignorance est partagée par tout le monde ici. Et si vous vouliez avoir quelques légères précisions, vous vous heurteriez à une ignorance générale et personne ne serait susceptible de vous répondre. À quoi bon, vous dirait-on partout. Un jour, il y a 6 ou 7 ans, monsieur Bégloufon a acheté la Pinède, un bon prix, paraît-il. Il y a mis des maçons, des plâtriers, des peintres, des électriciens, et a tout fait remettre à neuf, y ajoutant tout le confort moderne qui y manquait. Puis sont survenus des tapissiers et des marchands de meubles qui ont tout installé, et lorsque M. Bégloufon est arrivé, il n'avait que ses valises contenant son linge et ses vêtements, que tout était prêt à le recevoir. Évidemment, tout cela avait coûté fort cher, et comme le nouveau châtelain de la Pinède a mené un certain train, comme il n'a rien demandé à personne, comme il a toujours payé rubis sur l'ongle, et sans marchander, on a été obligé de reconnaître qu'il avait de la fortune, et nul ne s'est inquiété du reste, car une fortune solide est, partout, le meilleur des passeports et la plus efficace des recommandations. De surcroît, M. Bégloufon a dit qu'il était médecin, et bien qu'il se soit refusé à pratiquer,
il a bien voulu remplacer le docteur Servier quand celui-ci s'absente pour se reposer ou voyager un peu, et, ma foi, il l'a fait de manière fort honorable, et comme toujours les personnes qu'il a soignées et qui ont échappé à la mort se sont répandues en disant que c'était là un excellent médecin. M. Bernier, lui-même, répète partout qu'il le considère comme très bon confrère. Bien que j'en sois à peu près certain, il n'a jamais eu sous les yeux son diplôme, que n'exerçant pas, il n'a pas été forcé de soumettre à la préfecture. Peu importe d'ailleurs, il a rendu des services médicaux de ci, de là, et gratuits, et il n'en faut pas davantage dans un pays comme Grignan pour être considéré et empêcher les curieux de se demander d'où l'on vient et qui l'on est au juste. M. Begloufon est arrivé ici, accompagné d'un domestique assez étrange, un colosse au visage ravagé. Par la guerre, assure-t-on en tout lieu, mais le dénommé Melchior, puisque tel est le nom de ce curieux personnage, ne porte aucune décoration à laquelle, cependant, ses pathétiques blessures lui donneraient droit. Nul n'a jamais vu sa carte d'ancien combattant, car il ne fait partie d'aucune de ces associations qui réunissent ceux qui, de 1914 à 1918, se sont battus pour la défense du sol de la patrie. Mais personne ne s'est inquiété de ces petites anomalies. Ce grand blessé étant muet, car une balle qui l'a défiguré lui a coupé la langue, et cela suffit pour laisser croire que s'il ne porte pas ces décorations, c'est pure modestie, et s'il ne fait pas partie d'une société d'anciens combattants, c'est à cause de son mutisme. D'ailleurs, il est le domestique de M. Begloufon, et comme son maître professe pour lui une grande sympathie, qui va même jusqu'à la camaraderie, on accepte Melchior comme il est, et personne ne va chercher plus loin. Donc, M. Begloufon et son valet sont gens assez mystérieux. Bon, je vous l'accorde, ricana M. Rosic. Et si ce que vous dites est vrai, j'admets que M. Begloufon soit un monsieur assez mystérieux dans un pays où tout le monde se connaît, où les gens se sont vus venir de loin. Mais cela suffit-il à l'accuser d'assassinat ? Évidemment pas. Et je reconnais volontiers qu'aucun soupçon, au premier abord, ne pourrait s'égarer sur lui. Si vous avez interrogé le monde sur le bonhomme, on vous a répondu que c'était un homme considérable et qui jouissait du respect de tous. Certainement. Mais si vous le voulez bien, examinons ses actes au plus près, et passons-les au crible de la plus objective des logiques et des raisons. Ce matin, avant le jour, M. Begloufon se précipite à la gendarmerie et déclare que Melchior, son domestique muet, a tué un homme qui cherchait à s'introduire à l'intérieur de la Pinède et a tiré sur lui 2 coups de revolver. En somme, la chose est possible, bien que tout de même l'on puisse s'étonner qu'un inconnu, étranger au pays, ait tenté de cambrioler un château où vivent 2 hommes solides et sans peur, dont l'un est un colosse, un géant d'une force herculienne. Il faut que ce cambrioleur soit bien imprudent, et en tout cas mal renseigné, sinon sur les autres, du moins sur les habitants du Castel. Que de risques dans cette entreprise, et pour un résultat bien incertain. Mais passons. Le brigadier, bonhomme, mais pas très fort, avouez-le, a pris l'affaire comme argent comptant. Nul soupçon, et pour cause, n'a traversé son esprit. Il est arrivé à la Pinède, a vu le cadavre, et n'est pas allé chercher plus loin. Là-dessus, vous arrivez, vous, monsieur le commissaire, et dès le premier coup d'œil, vous reconnaissez le soi-disant cambrioleur. C'est la Gaudie, l'inconnu à qui mon oncle, monsieur Zeph, a écrit après avoir reçu la visite de l'Américain. Et vous allez plus loin. Ayant trouvé dans les poches du cadavre de la Gaudie le portefeuille en cuir de l'Américain Tom Wikin, vous en concluez immédiatement que la Gaudie est le meurtrier de l'Américain, et de surcroît de mon oncle Zeph.
Dame. Et sûr de cette conviction qui termine heureusement cette affaire mystérieuse, vous faites partager votre opinion au parquet qui clôt l'affaire. Et pensant en avoir terminé, vous ne poussez pas plus loin votre enquête et ne recherchez pas si votre conviction s'appuie sur des faits bien solides et s'il n'y a pas, dans cette affaire, quelques détails susceptibles de la faire crouler comme un château de cartes. « Ah, ah !» fit M. Rosic, avec un haussement d'épaules et un rire fort narquois. « Voyons un peu jusqu'où votre imagination de romancier a pu vous entraîner. » Et bourrant sa pipe, il l'alluma, puis acheva le petit verre de fine que M. Méjean venait de remplir une nouvelle fois. « Mon Dieu, je crois simplement que mon imagination de romancier, comme vous dites, m'a conduit à la vérité que vous avez négligé de rechercher, estimant que votre siège était fait. Je vous écoute, et si vos déductions sont aussi bonnes que votre fine, vous allez en juger. J'étais là, ce matin, à la Pinède, et devant le cadavre, en compagnie de M. Bégloufon, vous vous en souvenez, lorsque vous êtes arrivé inopinément. Certainement, on ne vous attendait pas si tôt. Déjà, j'estimais en moi-même que cette affaire manquait de clarté, et j'avais la vague intuition que cela ne tournait pas très rond. Un embryon de soupçon se formait en moi, et je ne perdais pas de vue le châtelain de la Pinède. Or, j'ai pu constater les deux changements qui se sont successivement produits chez lui. Quelque maître de soi qu'il fût, lorsque vous avez reconnu le cadavre comme étant celui de Lagody, et quand vous avez, sur le vu du portefeuille en cuir, accusé ce Lagody d'être l'auteur de ces deux crimes déjà commis, quand vous avez déclaré que c'était Lagody, c'est une sorte d'inquiétude qui s'est dessinée sur le visage de M. Bégloufon. Mais quand vous avez déclaré que Lagody était l'assassin de l'Américain et de mon oncle Zeph, alors le visage s'est détendu, et c'est de la satisfaction qui s'y est dessinée. Et ces deux expressions m'ont mis, comme l'on dit, la puce à l'oreille. Si cet homme était Lagody, il ne pouvait avoir assassiné mon oncle qui lui écrivait après la visite de l'Américain, et surtout, il ne pouvait avoir assassiné cet Américain lui-même. D'abord, pour ce faire, il fallut qu'il fût dans le pays depuis 5 ou 6 jours, et dans ce cas, il n'avait pas reçu la lettre de mon oncle. Quelle étrange coïncidence que cet homme auquel mon oncle écrivait soit venu dans ce pays et pour tuer mon oncle. Cela ne tenait pas debout. Non. Lagody n'avait tué ni mon oncle ni l'Américain, et s'il portait sur lui le portefeuille de l'Américain, c'est qu'on l'avait fourré dans sa poche après sa mort. Qui pourrait avoir accompli ce geste, sinon celui qui venait de le tuer? Mais l'avait-on tué dans cette allée de pins, comme le disait M. Bégloufon? Pour cela, il fallait admettre que Lagody était venu cambrioler la Pinède. Pourquoi faire? S'il avait tué Tom Wiking et mon oncle, que venait-il faire chez M. Bégloufon? Alors, monsieur le commissaire, j'ai cherché et j'ai trouvé ceci. D'abord, écoutez-moi bien. Le revolver de Lagody trouvait à côté de son cadavre un pistolet à répétition portant la marque de la manufacture de Saint-Étienne ne montrait pas la moindre empreinte digitale. Et vous admettrez qu'un revolver dont vient de se servir un homme doit porter la marque de la main qui a tenu cette crosse et serré sur cette détente. Rien. Au contraire, cette crosse paraissait avoir été soigneusement essuyée, ce qui était, vous l'avouerez, assez significatif. Il y a mieux. Au chargeur manquaient 2 cartouches, celle soi-disant tirée sur Melchior, alors que raisonnablement, il aurait dû en manquer 3, en comprenant celle qui avait tué l'Américain. Car pouvez-vous admettre, véritablement,
que Lagody ait possédé 2 revolvers et n'ait pas utilisé celui qui lui avait déjà servi. Par conséquent, ce pistolet à répétition trouvé auprès du cadavre de Lagody, ce n'était pas lui qui s'en était servi, et apparemment, il ne lui appartenait pas. Deuxièmement, passons au portefeuille de cuir rouge. C'est bien celui de Tom Wicken, l'Américain, je vous le concède. Il contient le passeport du pauvre diable, quelques pièces indiquant qu'il a pris passage sur le Connecticut, et une liasse de billets de banque, mais c'est tout. Et il me semble que ce n'est pas assez, car ce portefeuille aurait dû contenir d'autres papiers, des lettres personnelles, que sais-je. De plus, on y trouve le billet de retour de Lagody, Pierrelatte, Paris. Curieusement, la date a été effacée, comme si l'on avait rongé le carton. Et rien d'autre. Pas une seule pièce d'identité appartenant au dénommé Lagody. Car, enfin, dans les poches de ce bonhomme, il me semble que l'on aurait dû trouver des papiers à son nom, et l'on ne voyage pas ainsi, sans porter au moins une enveloppe où sont inscrits votre nom et votre adresse. Est-ce que vous trouvez cela bien naturel, monsieur le commissaire ? Monsieur Rosic avait laissé éteindre sa pipe. Il était tout rouge, comme congestionné, et écoutait sans mot dire. À l'interrogation de monsieur Méjean, il se contenta de répondre « Continuez, je vous prie. »« C'est ce que je vais faire, » assura monsieur Méjean. Puis, après avoir de nouveau empli les 2 petits verres, il continua. « J'avais donc 2 preuves. D'abord, que Lagody n'avait pas tiré 2 balles sur Melchior, et ensuite que le portefeuille avait été placé dans sa poche après sa mort. Il me restait à chercher pourquoi Lagody s'était introduit dans la Pinède. Mais s'y était-il réellement introduit ? Une chose me frappa, c'est que, à l'endroit où Lagody avait été tué par la balle de Melchior, il n'y avait pas la moindre trace de sang, ou si peu, que ce n'était pas la peine d'en parler. Monsieur Bégloufon, qui est médecin, a bien expliqué que l'hémorragie a dû se produire à l'intérieur. Vous savez comme moi que tout de même, une blessure en plein cœur ne va pas sans que se répande le sang de la victime. D'ailleurs, il y en avait sur ses habits. Pourquoi n'y en avait-il pas sur le sable et les aiguilles de pin de cette allée où il était tombé, frappé à mort ? Mais, seconde constatation, s'il n'y avait pas de sang dans l'allée, il s'en trouvait à la grille du château. En cherchant bien, vous pourrez le voir, comme je l'ai vu. Il y a plus. À la grille de la Pinède, à droite, l'herbe qui y pousse semble avoir été froissée par un poids que l'on y aurait posé. Et c'est là, également, que vous pourrez voir quelques traces de sang. Vous ne trouvez pas cela étrange ? Mais, attendez. J'ai voulu inspecter soigneusement l'endroit où Lagody a dû sauter le mur pour s'introduire chez monsieur Bégloufon. C'est évidemment au bout de l'allée où il a été abattu par Melchior. Cette allée aboutit, en effet, au mur de clôture et rejoint sur une autre allée qui, elle, fait le tour du parc en suivant le mur, dont elle n'est séparée que par une étroite bande d'arbustes et de lierres qui recouvre ce mur. Or, chose bizarre, cet endroit est exactement le plus difficile à escalader. Car, extérieurement, la muraille de clôture, refaite récemment, est parfaitement lisse. Et de plus, elle a, en cet endroit, la plus grande hauteur par suite de la dépression du terrain, formant, pour ainsi dire, le farweg du vallon des Hautagnes. N'est-ce pas curieux que Lagody, pour son escalade, ait choisi l'endroit le plus inaccessible ? Mais, ce qui ne l'est pas moins, c'est de constater que pas plus à l'extérieur qu'à l'intérieur de ce mur, on ne peut remarquer la moindre trace d'escalade. Et là où Lagody a dû sauter, pas un arbrisseau de cassé, pas une feuille de lierre froissée. Vous pourrez le constater, comme j'ai pris la peine de le faire. Et alors,
vous serez obligé de conclure, comme moi, que ce n'est pas à l'intérieur du parc que Lagodi a été tué par Melchior, mais quelque part dans le vallon désert des Hautagnes, et que Melchior, un colosse d'une force herculienne, a chargé le mort sur ses épaules et l'a introduit dans le parc après avoir placé un revolver dont le chargeur est privé de 2 balles, alors qu'il devrait en manquer 3. Mais on ne pense pas à tout. Et après avoir inséré dans ses poches le portefeuille en cuir rouge de l'Américain, mais démuni de tous les papiers qui pouvaient paraître gênants. Et c'est alors, ayant fait ces diverses constatations, que je me suis souvenu que, hier au soir, m'étant rendu à la gare de Chamarey par le car, pour me livrer à quelques petites enquêtes, j'ai fait le voyage avec le colossal Melchior. Que pouvait-il faire à la gare de Chamarey, sinon attendre Lagodi, parti de Paris au reçu de la lettre de M. Zepf, descendu à la gare de Pierrelatte, monté dans le train de Nyons et venu à Chamarey pour s'en venir voir à Grignan M. Zepf, qui lui donnait rendez-vous. Or, hier, la gare de Chamarey fut envahie par une cohue inusitée de voyageurs descendant du train de Nyons, des jeunes gens qui venaient de participer à un match de football, et le car a été si rapidement envahi que l'on ne pouvait y trouver une place. Lagodi a donc dû faire le chemin à pied, et s'étant sans doute renseigné, a appris qu'il y avait un raccourci par le vallon des Hautagnes. Il l'a pris, Melchior l'a suivi, et lui a fait son affaire. Et voilà, je pense, une affaire complètement éclaircie, conclut M. Méjean, et avec un petit rire assez goguenard. Eh bien, monsieur le commissaire, que dites-vous de mon imagination de romancier ? Monsieur Rosic hocha la tête, songea une seconde, puis « Évidemment, tout cela est parfaitement déduit. Mais vous comprendrez, n'est-ce pas, qu'il soit nécessaire que je contrôle vos assertions. D'ailleurs, tout cela ne prouverait point que M. Begloufon soit l'assassin de l'Américain et de M. Zepf. Aussi vais-je arriver à cette démonstration, aussi limpide que l'autre. Prenez un peu de patience. Il est entendu, n'est-ce pas, que M. Begloufon, ou du moins celui qui s'est donné ce nom, épie les faits et gestes de mon oncle Zepf, en qui il a reconnu une de ses victimes. Il attend son heure. Il se peut que M. Zepf, qui, lui, ne l'a pas reconnu, peut-être parce qu'il ne le connaissait point, donne les symptômes de quelque attaque. Et voici qu'arrive Tom Wiking, une autre victime de la bande de gangsters. Alors M. Begloufon se sent perdu et il décide d'agir, c'est-à-dire de supprimer et cet Américain et M. Zepf. Comment ? Il ne le sait pas encore. Il surveille l'Américain et le voit monter dans le car où il se trouve seul. Alors M. Begloufon, en criminel consommé, prépare son plan. Il est simple. Sautant dans son auto, il court après le car, le rejoint sur la route entourée de truffières et qu'il sait toujours déserte, surtout à cette heure nocturne. Le car fait un bruit infernal, lui-même sans doute pétarade de tout son klaxon. Et en passant, c'est un jeu pour cet adroit tireur de placer une balle dans la nuque de Tom Wiking. Car, notez-le, monsieur le commissaire, sur cette route déserte, Crin-Crin l'a déclaré, le car a été doublé par la puissante auto de monsieur Begloufon. Monsieur Begloufon est donc déjà à la gare lorsque le car arrive. Crin-Crin découvre le cadavre et pousse un cri. Appel au secours. Monsieur Begloufon accourt le plus naturellement du monde, en compagnie de monsieur Royer, le chef de gare, et l'homme d'équipe Régis. Et c'est alors que se passe un tout petit fait que j'ai fini par connaître en interrogeant monsieur Royer. Au moment où les 4 hommes sont dans le car, autour du cadavre inconnu, que, en sa qualité de médecin, monsieur Begloufon examine, le train de Nyons entre en gare. Monsieur Royer, Régis et Crin-Crin se précipitent sur le quai et laissent monsieur Begloufon seul dans le car en compagnie du cadavre.
Vous entendez, monsieur le commissaire? Pendant 5 ou 6 minutes, monsieur Pégloufon est resté seul dans le car auprès du cadavre qu'il connaît, lui, puisque c'est lui qui a fait le coup. Et il n'a qu'à plonger sa main dans les poches du mort pour lui subtiliser son portefeuille en cuir rouge, que vous avez été tant étonné, vous, de ne pas découvrir sur lui. Et le train passé, quand les autres reviennent, accompagnés du maçon qui arrive de Grillon, le coup est fait, et monsieur Pégloufon est bien tranquille. Le cadavre ne possède aucune pièce compromettante. « Vous êtes sûr de cela ?» s'écrie monsieur Rosic. « Vous n'avez qu'à interroger monsieur Royer. »« C'est que cela change bien des choses. »« Oui, c'est mon avis. Mais passons. Monsieur Pégloufon a accompli la moitié de son programme. Il lui reste à se défaire de mon oncle Zeph. Aussi, n'ayant plus rien à faire à la gare de Chamaret, il saute dans son auto et revient à Grignan, sans doute en passant par le vieux chemin des Autagnes, et il court à Puol. « Pardon, fit monsieur Rosic. Ici, je vous arrête. Si rapide qu'il soit, monsieur Pégloufon ne peut arriver à Puol que vers 7h15, et nous savons... C'est moi qui vous demande pardon, monsieur le commissaire. Et il y a là un fait nouveau que, en effet, vous ne pouvez connaître. Excusez-moi si je ne vous en ai point fait part. C'est une remarque faite par la Ménine, le lendemain matin. Oui, la Ménine a constaté, en faisant sa vaisselle, d'abord, qu'il y avait 2 assiettes sales, alors que monsieur Zeph, mon oncle, n'avait soi-disant pas encore dîné. Ensuite, que 2 poires manquaient dans le compotier, et que la bouteille de vin était à peu près vide, qui, le matin, après le déjeuner, était presque pleine. Naturellement, nous en avons conclu que monsieur Zeph avait dîné quand il a été tué, mais que l'assassin, pour égarer la justice, s'était livré à cette petite mise en scène de mettre le couvert et de replacer sur le but à gaz, grand ouvert, la casserole contenant un peu de soupe dans le fond. Par conséquent, ce n'est pas à 7h que mon oncle a été tué, mais à 7h30. Et par qui d'autre que monsieur Pégloufon qui venait d'expédier Tom Wikin, et qui a de même réglé son compte à ce pauvre Lagodi, comme il a su que mon oncle Zeph lui avait écrit. Évidemment, pour lui dire de venir le rejoindre, lui et Tom Wikin, car on connaissait enfin le chef des bandits dont ils avaient juré de se venger. Monsieur Pégloufon avait pris les devants avec sa scélératesse et son habileté ordinaire, et même s'il s'était arrangé de façon à faire endosser par Lagodi qu'il ne s'attendait pas à voir identifiés les 2 crimes qu'il avait commis. Tout cela vous paraît-il clair, monsieur le commissaire? Et persistez-vous à croire que c'est Lagodi qui a tué mon oncle et l'Américain, et qui se préparait à cambrioler monsieur Pégloufon? Le visage de monsieur Rosic ne reflétait plus cette narquoise ironie qu'il avait arborée au début de cette longue conversation. Un long temps, il se tut, bourrant machinalement sa pipe, la portant à sa bouche en oubliant de l'allumer. Enfin, de sa voix grave. « Monsieur Méjean, je vous fais toutes mes excuses. Je crois bien que vous m'avez fait quinaut. Je m'incline devant vous, et j'en suis persuadé. Et qu'allez-vous faire ? Mais mon devoir, monsieur Méjean. Je vais immédiatement me rendre chez monsieur Pégloufon, l'interroger, et si, comme je le suppose, vous ne vous étiez point trompé, l'arrêter. Voulez-vous me permettre de vous accompagner ? Monsieur Rosic réfléchit une seconde, puis... Mais je n'y vois pas d'inconvénient. Au contraire, vous pourrez m'aider dans cette tâche. Et puis honnêtement, ayant été à la peine, il est juste que vous soyez à l'honneur. Chapitre 11. Les 3-13. Suivi de monsieur Méjean, le commissaire était revenu à l'hôtel Sévigné, où, en compagnie du romancier, il était monté dans sa petite auto qui l'attendait dans la cour. Puis il s'était dirigé vers la gendarmerie. Là, il avait donné l'ordre au brigadier stupéfait de prendre avec lui 3 ou 4 hommes et d'aller sans tarder surveiller les entrées de la Pinède.
Devant cet ordre inattendu, le malheureux brigadier n'avait pu s'empêcher d'esquisser une assez vilaine grimace. « Et quoi? Ce n'était donc pas fini cette affaire ?» Pourtant, le parquet avait signé une ordonnance de non-lieu. Mais le commissaire parlait et il n'y avait rien à objecter. Le brigadier devait obéir. « Et ne tardez pas, » avait ajouté le commissaire, en remontant dans sa petite voiture qui, 2 minutes après, stoppait à la grille de la Pinède. Elle était ouverte. Ils entrèrent, Méjean et lui, et traversèrent la plate-bande qui s'étendait devant le logis. Sur le seuil, M. Bégloufon, qui avait sans doute entendu crier le sable de l'allée, se tenait debout. En reconnaissant M. Rosic et M. Méjean, il eut un sourire de bon accueil. « Ma foi, monsieur le commissaire, je ne pensais pas avoir la bonne fortune de vous revoir. Donnez-vous donc la peine d'entrer, ainsi que notre illustre compatriote. » Sans mot dire, M. Rosic pénétra dans le castel, à la suite du propriétaire qui les introduisit dans un petit salon du rez-de-chaussée. Il était 20 heures. Le soleil se couchait derrière les collines boisées de Chantemerle et dorait les hautes cimes des vieux pins de la Pinède. « Un verre de Porto, messieurs » demanda M. Bégloufon. « Merci, » répondit M. Rosic. « Nous sortons justement de l'hôtel Sévigné, où nous avons pris l'apéritif. »« Tant pis. Cela m'eût donné l'occasion de boire à votre santé. Mais dites-moi, monsieur le commissaire, qu'est-ce qui me vaut le plaisir de cette visite dont je me réjouis? Je ne pense pas que vous veniez chercher quelques documents nouveaux pour votre enquête. »« Justement, c'est cela qui m'amène. »« Je la croyais close. Il me semble que le parquet, en partant... » « Oh, vous savez, monsieur Bégloufon, la police est toujours tatillonne. Elle n'a jamais fini d'enquêter et, avec elle, il est toujours besoin de mettre les points sur les i. Bon, interrogez, je suis à votre disposition. »« Oh, ce n'est pas grand-chose. Simplement, je voudrais savoir pourquoi, exactement, vous avez, ou plutôt votre domestique, a tué Lagody. »« Mais, je vous l'ai dit, monsieur le commissaire, comme d'ailleurs je l'ai répété à ces messieurs du parquet, parce que celui que vous appelez Lagody, mais dont nous ignorions bien entendu l'identité, s'est introduit nuitamment dans ma propriété et a tiré 2 coups de revolver sur mon domestique. En êtes-vous bien certain? Comment, si j'en suis certain? Et M. Bégloufon laissa poser son regard sur M. Rosic. En même temps que d'un coup d'œil, il semblait interroger M. Méjean, comme pour lui demander si le commissaire avait bien tout son bon sens. « C'est que voilà, » reprit M. Rosic, « si Lagody s'était servi du pistolet automatique que l'on a trouvé auprès de son cadavre, ce revolver porterait sur sa crosse les empreintes digitales. » Eh bien, la crosse est nette, comme si elle avait été soigneusement essuyée, et véritablement, ce n'est pas Lagody, n'est-ce pas, qui a pu se livrer à ce soigneux coup de torchon. Mais vraiment, il y a mieux, ou pis. Monsieur Bégloufon, l'endroit dans l'allée où est tombé Lagody ne porte nulle trace de sang, alors que près de la grille d'entrée, on en trouve quelques gouttes en un endroit où l'herbe est froissée, comme si l'on y avait déposé momentanément un cadavre, le temps d'ouvrir la porte. Mais il n'a jamais été question de tout cela, monsieur le commissaire, et je m'étonne grandement que, après la décision du parquet... « Oh » interrompit M. Rosic, « vous n'êtes pas au bout de vos surprises. Car si d'abord nous avons acquis la conviction que Lagody n'a pas été tué dans votre parc, mais dans un endroit écarté du vallon des Hautagnes, nous n'ignorons pas pourquoi vous avez supprimé cet homme, dont vous connaissiez parfaitement la personnalité, mais dont vous ne pensiez pas que l'on pût si rapidement établir l'état civil, étant donné que vous aviez pris la sage précaution de faire disparaître toutes les pièces qu'il portait sur lui et qui le pouvaient faire connaître. Il est évidemment très fâcheux que j'arrive de Paris en ligne droite, où je me suis renseigné sur cet individu. Car, sans cela, trouvant sur lui ce portefeuille en cuir rouge que vous aviez, monsieur Bégloufon, pris dans la poche du cadavre de l'Américain, durant les 5 minutes que vous êtes resté devant lui, dans le car, tandis que le chef de gare, son homme d'équipe et Crincrin, le chauffeur, étaient appelés sur le quai pour leur service, le train de Niance venant d'entrer en gare. Car, évidemment, c'est vous, dont l'auto a doublé le quart sur la route, qui, en passant,
avait tiré sur l'Américain, comme une petite heure après, vous plongiez un poignard en plein cœur de M. Zepf. M. Bégouffon avait écouté tout cela sans rien dire, et même sans qu'aucun muscle de sa physionomie ne tressaillît. Mais quand le commissaire eut parlé, alors que M. Bégouffon éclata de rire, et saluant M. Méjean, « Mes félicitations, mon cher maître. Je comprends votre présence aux côtés de monsieur le commissaire à cette heure, car je ne veux douter que tout cela ne soit le résultat de votre génie bien connu de la déduction. Bravo, ce sera là le meilleur de vos romans. Pourtant, je crois qu'il y manque un dernier chapitre. Peut-être sera-t-il pour vous surprendre ?» M. Rosic, devant cette ironie funèbre, s'énerva et secouant sa tête. « Nous ne sommes pas ici pour faire de l'esprit. Je vous pose des questions. Ou plutôt, je formule contre vous une accusation. Qu'avez-vous à y répondre ? » Il est bien évident que monsieur le commissaire à la PJ était vexé de constater que tout de suite monsieur Bégouffon avait compris que la découverte de tous ces faits qui jetaient une lumière décisive sur cette affaire ne pouvait provenir que de la sagacité bien connue du romancier policier, lequel, en cette occurrence, avait sans doute voulu prouver qu'il n'était pas un habile et intelligent détective dans ses romans seulement. Aussi, le prenant de haut. « Et d'abord, qui êtes-vous ? Vous qui vous faites appeler Bégouffon, et vous dites médecin ?» Pour toute réponse, M. Bégouffon se mit à rire. Puis, comme M. Rosic s'empourprait sous un coup de colère subite, « Pardon, monsieur le commissaire, peu importe qui je suis. Le principal est que je reconnaisse le bien fondé de votre accusation, et que je vous avoue, le plus franchement du monde, que si, en réalité, ce n'est pas moi excessivement tué M. Zepf, Tom Wikin et Lagody, du moins je puis être considéré comme le complice de Melchior, qui est le véritable auteur de ces actes de justice. » « De justice ?» Simplement, monsieur le commissaire, car si Melchior, qui d'ailleurs ne fut jamais mon domestique, et qui porte un autre nom, a tué ces 3 hommes, ce fut uniquement pour se venger. « Nous savons tout cela, monsieur Bégouffon, » interrompit alors monsieur Méjean, et nous n'ignorons pas que, faisant partie d'une bande qui jadis ravagea certains États de l'Amérique, vous vous êtes débarrassé de ces 3 hommes, qui avaient été vos victimes et qui avaient juré, eux, de se venger de vous. En entendant ces paroles, M. Bégouffon laissa tomber sur M. Méjean un regard chargé comme d'une expression de profonde pitié, et il dit « Est-ce de votre cher oncle, M. Zepf, que vous tenez cette opinion ? Mais elle ne me surprend guère d'ailleurs, et me fait comprendre bien des choses qui me paraissaient, je l'avoue, assez étranges de votre part, monsieur Méjean. Alors, c'est nous qui sommes les 13. »« Les 13 ? Monsieur Zepf ne vous a donc jamais parlé des frères 13 ? » ?»« Jamais. »« Eh bien alors, écoutez-moi. » Et se tournant vers monsieur Rosic. « Vous permettez, monsieur le commissaire ? D'ailleurs, m'ayant accusé d'un triple assassinat, il est juste que vous écoutiez mes explications. Vous m'excuserez simplement si je suis obligé de remonter un peu haut dans mes souvenirs. » M. Rosic prit son air des grands jours, le plus triomphal, et avec un geste de la main, « Oh, allez, allez, je ne suis pas pressé. Et puis, à cette heure, les gendarmes, je vous en avertis, gardent toutes les portes de votre logis. Et il serait bien difficile aux coupables de sortir d'ici sans ma permission. » M. Bégouffon eut un petit rire. « Et vos gendarmes, monsieur le commissaire, sont donc comme les célèbres carabiniers d'Offenbach. Ils arrivent un peu tard. En effet, Melchior, ou du moins celui que vous connaissez sous ce nom, a pris à 11h15 le rapide pour Marseille, où il est arrivé à 2h30, et à 7h, sans doute, il vogue vers l'Amérique, son pays natal, où il vous sera bien difficile de le rejoindre. » M. Rosic fit un effort pour cacher son dépit, et sèchement, « Si le domestique nous échappe, le maître, lui, nous restera, car je crois bien que vous êtes aussi coupable que lui. » C'est ce dont vous allez vous rendre compte, monsieur le commissaire, si vous voulez bien écouter le récit que je veux vous faire. Et M. Rosic, s'étant contenté de secouer la tête calmement et sans élever la voix, M. Bégouffon commença. « Tout d'abord, je dois vous avouer que je me nomme réellement Bégouffon, comme s'appelait mon père, qui était un bon vigneron de cassis, et que j'ai perdu, hélas,
alors que je venais à peine de finir mes études. Car je suis aussi réellement docteur en médecine, ayant fait mes études à l'école de médecine maritime de Toulon. Comme en témoigne mon diplôme, que bien entendu, monsieur Barbier, mon confrère grignanais, a eu sous les yeux. C'est donc dans la marine de l'État que j'ai commencé à exercer, et à ce titre, j'ai bourlingué sur toutes les mers du monde, car j'étais d'esprit aventureux, et j'ai toujours recherché les embarquements, ayant une invincible horreur pour les stations terriennes. Et cet esprit d'aventure était réellement ancré en moi qu'un jour, estimant que dans la marine française je ne trouvais pas assez d'occasion de donner libre cours à mes goûts, j'ai démissionné, afin d'être plus libre d'agir comme je le souhaitais. C'est vers le Grand Nord que je me suis dirigé, attiré par la vie aventureuse des trappeurs et des chercheurs d'or, et c'est dans les régions glacées du Mackenzie, dans ces terres à peu près désertes qui s'étendent entre ce fleuve et la ville de Dawson City, que je me suis, si l'on peut dire, installé. Et c'est là que j'eus le plaisir de faire la connaissance et de me lier d'une étroite amitié avec M. Zeff. « Que dites-vous là ?» interrompit M. Méjean. « Vous étiez l'ami de mon oncle ? Pourtant, il me semble qu'ici à Grignan vous paraissiez ne point le connaître, et jamais lui-même. » Mais M. Bégloufon l'arrêta d'un geste, et avec un léger sourire, « Attendez, que diable, M. Méjean, et veuillez me laisser parler. Tout cela va vous être expliqué, qui, je l'avoue, est pour vous étonner sur le moment. » Et se tournant vers M. Rosic, à qui sans doute s'adressait ce récit, il reprit. « Donc, M. Zeff et moi, nous nous liâmes d'une très solide amitié. C'était un homme droit et loyal, dont il était impossible de ne pas apprécier le noble caractère. Certes, il avait eu des hauts et des bas, et avait mené une vie assez aventureuse. Il ne s'en cachait point. Né en France, il était venu tout jeune en Amérique, et y avait exercé toutes sortes de métiers avant que d'établir ce comptoir en plein Nord, où il trafiquait à la fois de la poudre d'or que venaient lui vendre les mineurs du Conclide, comme des fourrures que lui apportaient les trappeurs du Mackenzie. Et il était dans l'étendue de ces solitudes glacées, connu comme le loup blanc en personne. À une journée de marche de Dawson et à quelques miles du fort des esclaves, il avait installé son comptoir, qui regorgeait d'or et de peau, et où il vivait paisiblement en compagnie de Miss Dorothy, sa fille. « Pardon, » interrompit M. Méjean, « mais mon oncle Zeff ne m'a jamais dit qu'il a eu une fille, et il me semble cependant... » Mais d'un geste, M. Rosic lui-même l'arrêta, disant « Laissons donc parler M. Bégloufon, je vous prie, et attendons. » Il vivait donc dans cette maison faite de rondins, comme toutes les maisons du Grand Nord, rares d'ailleurs en compagnie de sa fille Miss Dorothy, de deux Inuits qui sont, comme vous le savez, des Esquimaux, et de Jimmy Harper, un sergent de la police montée, mais qui avait donné sa démission, car il s'était épris de Miss Dorothy, et l'ayant demandé en mariage, se trouvait dans la maison en qualité de fiancé. Les affaires de M. Zeff étaient des plus prospères, et il entrevoyait le moment où il pourrait réaliser son rêve, qui était de venir finir ses jours en France auprès des siens qu'il avait quittés depuis tant et tant d'années. Miss Dorothy ayant alors épousé Jimmy Harper, il leur laisserait la propriété de son comptoir, et lui reviendrait revoir son pays natal, dont il avait, assurait-il, la nostalgie. Et c'est alors que les frères Fortin vinrent faire s'écrouler ce beau rêve de la plus tragique des façons. À cette époque, une bande ravageait le Grand Nord. Comme vous l'avez deviné, monsieur Méjean, c'étaient les trois frères Fortin, que l'on appelait aussi les 3-13, car vous n'ignorez point, sans nul doute, que Fortin veut dire 13 en anglais. Ces trois hommes, d'un courage indomptable, d'une force peu commune et d'une barbarie dont rien n'approche, semaient la terreur sur toute la région, depuis les rives du Yukon jusqu'à celles du Mackenzie. Ils assassinaient les mineurs de retour déplacés pour leur voler leur or, et tuaient les trappeurs revenant de leur chasse pour les dépouiller de leur fourrure. Un jour, sur la piste déserte, on trouvait un traîneau abandonné dont les chiens agonisaient de faim, et autour duquel gisaient un ou deux cadavres, et l'on devinait que les 3-13 avaient passé par là. D'ailleurs, on ne savait rien d'eux, et ils ne se manifestaient que par leurs crimes. Leurs coups faits, on n'entendait plus parler d'eux pendant quelque temps, et nul ne pouvait dire que l'homme avec qui il buvait dans un bar de Dawson, ou avec qui il jouait dans un igloo reculé, n'était pas un de ces trois bandits. La police montée était sur les dents. Mineurs et trappeurs
jurait de se venger de ces 3 hommes. Mais encore, il eût fallu savoir qui ils étaient, car seuls avaient pu les voir ceux qu'ils avaient assassinés, et ceux-là, hélas, ne pouvaient point parler. Et un jour, les 3-13 s'abattirent sur le comptoir de mon ami Zeph. Que s'y passa-t-il? Je ne saurais le dire. Mais ce que je puis assurer, c'est que 2 ou 3 jours après, étant venu au comptoir pour serrer la main de mon ami Zeph, dans les ruines de ce qui avait été sa maison et ses entrepôts, je ne trouvai qu'un cadavre. 3-13 avaient tué mon ami Zeph. À ces mots, M. Méjean se dressa, et les yeux exorbités par la stupéfaction. « Mais, que dites-vous là? Mon oncle Zeph tué par les 3-13, alors que nous savons bien... » « Vous ne savez rien du tout, mon pauvre monsieur Méjean, car vous ignorez que celui qui s'est fait passer pour votre oncle Zeph n'était au demeurant que son assassin, le véritable Sam Fortin. » « Est-ce possible? » Hélas, c'est la vérité. Je vous en donnerai toutes les preuves. « Alors, ma pauvre femme et moi aurions été joués? » Je regrette, croyez-le, monsieur Méjean, de vous faire cette révélation si cruelle. Ah, j'eusse préféré 1000 fois que cet horrible secret ne fût point connu de vous. Mais ne m'avez-vous pas contraint à faire toute la vérité sur cette horrible affaire? Monsieur Méjean ne répondit rien. Il était écrasé par ce qu'il venait d'apprendre. Et il y eut un silence assez long entre les 3 hommes. Ce fut monsieur Rosic qui le rompit le premier, disant à Bégloufon. « Voulez-vous continuer, je vous prie ?» Mon Dieu, monsieur le commissaire, je pense que vous devinez le reste. Pourtant, je dois vous donner encore quelques détails. Donc, les 3-13 avaient pillé et incendié le comptoir et massacré ses habitants. En effet, je retrouvai les cadavres de M. Zeph, de sa fille Dorothy, des 2 Inuits et de Jimmy Harper. Et il était évident que tout le monde s'était défendu avec la dernière vigueur. Pourtant, voici que, comme je me préparais à donner à ces malheureux une sépulture chrétienne, je crus m'apercevoir que Jimmy Harper n'avait pas cessé de vivre. Non, il y avait encore un atome de vie dans ce cadavre. Je suis médecin, et je fis l'impossible pour faire revenir à la vie ce malheureux sergent de la police montée, qui avait toujours été le brave des braves et qui avait dû disputer chèrement sa vie et celle de sa fiancée bien-aimée. Que vous dirais-je? Je fus assez heureux pour sauver cet homme et lui rendre la vie, mais une vie à jamais lamentable, car vous l'avez deviné, Jimmy Harper n'est autre que celui qui passait ici pour mon domestique et que l'on appelait Melchior. Hélas, si j'avais pu le ramener à la vie, je n'avais pu lui rendre sa physionomie et son visage passé. Les balles des 13 avaient à jamais défiguré le malheureux, et en lui coupant la langue, l'avaient rendu muet. Aussi, je n'ai pas besoin de vous dire la soif de vengeance qui torturait Jimmy, et quel désir il avait de faire subir la loi du lynch à ces brigands, et non seulement avait fait de lui le déshérité qu'il était désormais, mais encore avait massacré cette chère Dorothy qu'il aimait par-dessus tout. Par malheur, les frères 13, après le sac des comptoirs de M. Zeph, avaient complètement disparu du Grand Nord. Qu'étaient-ils devenus? Nul ne l'avait su dire. Sans doute, assez riches maintenant pour profiter du produit de leurs nombreux crimes, avaient-ils mis un terme à leur vie de rapine et de brigandage. Peut-être avaient-ils quitté le nouveau continent pour se retirer dans l'ancien monde afin d'y jouir en paix de leur abominable fortune. Ce fut un mystère qui ne fut jamais éclairci, et malgré toutes ses recherches, l'ancien sergent de la police montée ne put obtenir le moindre renseignement, et il se dépitait devant l'avortement de sa vengeance. Un jour, moi-même, fatigué de la vie que je menais dans le Grand Nord, je résolus de rentrer en France, et je proposai à Jimmy de venir avec moi. Il accepta, car au fond de lui, il nourrissait cette espérance intime que les frères 13 s'en étaient venus chercher un refuge dans la vieille Europe, qui a toujours offert un abri sûr à tous les bandits américains. J'appris, par grand hasard, que cette maison était à vendre, et bien que je ne connusse personne à Grignan et que rien ne m'y attira, je l'achetai et m'y installai avec Jimmy, qui, je n'ai pas besoin de vous le dire, me gardait la plus profonde des reconnaissances en même temps que la plus ardente des fidélités. Et voici qu'un jour, nous apprîmes qu'un monsieur Zeph venait habiter à Grignan,
dans la maison de son neveu, M. Méjean. Comme vous le pensez, ce nom, en somme, assez peu commun, nous fit tiquer. Monsieur Zeph. Hélas, Jimmy et moi savions où et dans quelles circonstances il avait trouvé la mort. Évidemment, ce n'était là qu'un homonyme de notre vieil ami, père de la si chère Dorothy. Mais le lendemain, Jimmy m'arriva, frémissant, les yeux exorbités, dans un état impossible à décrire où la joie se mêlait à la stupéfaction, et qui, saisissant un crayon et un bout de papier, me dit par ce seul moyen qui, maintenant, lui permettait d'exprimer sa pensée. Je l'ai vu, ce Zeph, c'est Sam Furtin. Tu es fou? Mais d'une écriture rageuse, il assurait. C'est lui, vous dis-je, je ne puis me tromper. Et moi-même, quelques heures plus tard, je le reconnaissais à mon tour. Oui, c'était bien Sam Furtin, et le misérable avait pris le nom et l'état civil de sa victime. Et je compris tout. Certainement, Sam Furtin, sous un autre nom, car je vous ai dit que les frères 13 n'étaient connus là-haut que par leurs crimes et que leur horrible exploit accompli, ils s'évanouissaient et l'on n'entendait plus parler d'eux. Donc, sous une autre personnalité, Sam Furtin avait été des familiers de Zeph. Il avait dû venir au comptoir, ne fût-ce que pour étudier les manières de l'attaquer, et sans méfiance, Zeph lui avait parlé de son origine française, des parents qu'il avait encore en France, à qui il n'avait jamais eu le temps de donner de ses nouvelles, mais qu'il désirait en revoir, afin de les aider s'ils en avaient besoin. À moi-même, souvent, n'avait-il pas fait cette confidence? Ce fut donc pour Sam Furtin un jeu d'enfant que de se jouer de vous, monsieur Méjean, et rien ne lui fut plus facile que de se faire passer pour votre oncle. Cela, du moins, avait l'avantage de lui composer un nouveau personnage, sous lequel jamais nul ne pouvait deviner le vrai. Pourtant, une chose m'étonnait. Comment se faisait-il que Sam Furtin ne possédât pas une grosse fortune et qu'il eût vécu ainsi à vos crochets? Depuis, j'ai eu l'explication de la chose, en trouvant dans le portefeuille en cuir de Tom Wikin, c'est-à-dire de l'autre 13, un chèque de 600 000 francs tiré sur une banque de Bordeaux. Monsieur Méjean, votre soi-disant oncle Zeph était plus que millionnaire, et c'était lui, en vérité, qui, en qualité de chef, gardait, de part devers lui, tout le bien si criminellement acquis des frères 13. Et sans nul doute, c'était pour se faire payer sa part que Tom Wikin, empêché jusque-là, était venu le trouver. Mais ce ne sont là que des hypothèses. D'ailleurs, le chèque que je vais vous remettre permettra à M. Méjean, en écrivant à Bordeaux, de connaître la fortune exacte de ce faux M. Zeph. Ceci vous regarde. Comme assommé sur sa chaise, écoutant cette étrange histoire, sans avoir la force de prononcer un seul mot, le romancier ne répondit que par un geste vague, et M. Bégouffon reprit. Vous comprenez qu'ayant reconnu son bourreau, Jimmy n'eut plus qu'un désir, le tuer. J'eusse du mal à lui faire comprendre qu'il était sage d'attendre. En effet, Sam Furtin mort, les autres seraient plus difficiles à atteindre, car ils se méfieraient. Ne valait-il pas mieux de rien laisser paraître et attendre ce qui ne saurait manquer d'arriver, que les deux autres 13 s'en vinssent visiter leur chef? Nous avons attendu près de 3 ans, et il m'a fallu de l'éloquence pour faire patienter Jimmy, qui ne rêvait que de sa vengeance. « Mais, s'il me reconnaît, écrivait Jimmy. Pauvre garçon, comment, sous le visage dévasté de Melchior, ses plus intimes amis eussent pu retrouver les traits du sergent Harper? D'ailleurs, est-ce que les 3-13 ne le croyaient pas mort, là-haut, dans le comptoir du Mackenzie? Mais alors survint le deuxième 13, celui qui se nommait maintenant Tom Wikin, et que Jimmy avait bien connu. Alors, je ne pus l'arrêter. D'ailleurs, n'étaient-ce pas les principaux coupables? Alors, les choses se passèrent comme vous l'avez deviné, monsieur Méjean. Oui. C'est en doublant le quart de Tolignan que Jimmy, un adroit tireur, a placé sa balle dans la nuque de Phil Furtin. Puis, tandis que je continuais ma course vers la gare,
Jimmy courait à Puol, sonnait à la porte du logis, et le faux Zeph, étant venu lui ouvrir, lui enfonçait son poignard dans le cœur. Et il préparait la petite mise en scène que vous avez si bien su déjouer. Nous étions tranquilles quand nous avons appris que Sam avait écrit à Paris à un nommé Lagody. C'était le 3e 13. Il allait venir. Jimmy l'attendait à la gare, le reconnut, le suivit, et, dans un sentier désert des Hautagnes, où il s'était égaré, ne connaissant pas le pays et n'ayant pu prendre le car, envahi par une cohue de jeunes gens, il le tua d'une balle en plein cœur. Je vous l'avouerai, c'est moi qui eus l'idée de le ramener à la Pinède et de lui mettre dans la poche le portefeuille de cuir rouge contenant les pièces d'identité de Tom Weekin. C'était le désigner comme l'assassin de l'Américain, comme de M. Zeph, et éloigner de nous tous les soupçons. Par malheur, monsieur le commissaire, dès le premier abord, vous avez reconnu Lagody, et monsieur Méjean, habile romancier, a pu reconstituer cette ténébreuse affaire dans tous ses détails, seulement en se trompant sur les coupables. À quoi bon nier? Jimmy est à l'abri de vos lois, sans doute suis-je là. Et je ne cache pas ma complicité dans cette affaire. Mais vous pouvez m'arrêter. Je ne pense pas qu'il y aura un jury, quand il connaîtra la vérité, pour me condamner. Et c'est alors que, se dressant, M. Jean Méjean, d'une voix sourde, s'adressa à M. Rosic. « Monsieur le commissaire, pensez-vous à la honte que toute cette affaire fera rejaillir sur moi? Je suis, en quelque sorte, un homme public, et mes succès m'ont fait tant de jaloux. Certes, ce bandit n'était pas de la famille de ma femme, mais il m'a si abominablement joué, et quel sera le chagrin de ma pauvre femme quand elle apprendra? Non, soyez généreux, et puisqu'à tout prendre le parquet possède un coupable, et a clos cette affaire. » Et les yeux de M. Méjean imploraient M. Rosic. Il ne répondit pas tout de suite, hésitant peut-être, mais après une longue minute de réflexion, avec un de ces sourires narquois qui n'étaient qu'à lui. « En tout cas, monsieur le romancier, voyez quel danger l'on se ménage parfois à vouloir faire le détective. » Et estimant sans doute que cette vengeance lui suffisait, « D'ailleurs, conclut-il, je suis absolument de votre avis, et il vaut mieux enterrer toute cette lamentable affaire. » Ainsi, il fut accepté par tout le monde que Lagody était le véritable assassin de M. Zeph et de l'Américain. Nul ne sut jamais que ce bon M. Zeph avait été un terrible bandit et le chef des 3-13. Seulement, quelques jours après, en grand secret, M. Jean Méjean s'en vint trouver le fossoyeur de Grignan, et contre une forte somme lui demanda de retirer de son caveau de famille le cercueil de M. Zeph et de l'inhumer à côté des fosses de Lagody et de Tom Weekin, ce que celui-ci fit sans chercher à comprendre. Et c'est ainsi que les 3-13, ces terribles bandits qui terrorisèrent le Grand Nord canadien, reposent côte à côte dans le paisible petit cimetière de Grignan. Ceci termine le roman Les 3-13 de Rodolphe Bringer, qui est le dernier tome de la série du commissaire Rosic. Nous allons bien évidemment regretter cette série, c'est dommage, l'auteur n'a pu en écrire d'autres. En tout cas, je remercie tout le monde pour votre accueil de cette série. Ce fut formidable de vous la faire découvrir, et ce fut aussi formidable pour moi de vous lire le dernier tome. On se retrouve très vite avec d'autres aventures policières, d'autres héros, d'autres détectives, d'autres surprises.